FAP est un podcast qui croise les voix et les vécus autour de la chlordécone. Le programme Titiri de l'IREPS propose un espace de parole à ses invités. Continuons la discussion sur titiri.gp. L'être humain s'inscrit sur un territoire, qu'il soit nomade ou sédentaire. L'espace de vie qu'il se choisit, de manière individuelle ou collective, est investi d'un ensemble de valeurs affectives, sociales, culturelles, qui déterminent son identité. Il se l'approprie, y exprime sa culture dans une relation qui le lie à la terre. Le territoire se fonde, s'invente, se défend, se réinvente. Aussi, lorsque la nouvelle de la contamination de nos sols, de notre territoire par la chlordécone, depuis en fait cette contamination, est-il possible d'imaginer une crise anthropologique qui s'amorce au-delà de la crise sanitaire et sociale? Il semble pertinent ici de questionner l'ensemble, la relation que nous avons avec ce territoire, avec la terre en tant que ressource, mais aussi en tant que source de notre culture. La tranche de population à laquelle nous intéresserons ici, ce sont toutes les personnes, tous les profils qui tirent leurs moyens de subsistance directement de leur terre, de sa culture, quelle que soit l'importance de leur récolte, que ce soit une culture vivrière, que ce soit aussi des personnes qui vont peut-être favoriser aussi le manger local, par exemple. Alors, on va en parler aujourd'hui, aborder cette question, ce troisième épisode de notre série FAP, Fricassé à parole, dédié à l'aspect anthropologique de la question, avec M. Pierre Lombion, qui est donc ingénieur agronome et qui est aussi le créateur du parc paysager de Petit-Canal. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Jean-Claude Glandor, président de l'Ordre des gardiens du patrimoine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler, donc on va commencer par M. Lombion, un peu de votre parcours? Alors, mon parcours il n'est pas linéaire. Il est assez particulier puisque de l'enseignement en agriculture, je suis passé après à l'étude de la botanique tropicale. J'ai travaillé en Asie du Sud-Est en tant que coopérant technique sur les problématiques des agroforêts. On parle beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui. Donc, aux années 80, je travaillais à l'étude de ces jardins-forêts en Asie du Sud-Est, mais en comparaison avec nos jardins créoles, donc avec l'INRA de Guadeloupe. Et ensuite, j'ai cheminé, j'ai continué. Et après mon DEA en botanique tropicale, j'ai pu intégrer l'école du paysage de Versailles parce que je m'intéressais au jardin. Et j'avais envie de développer la connaissance et la fibre au jardin chez moi et pour pouvoir créer des jardins en Guadeloupe. Donc voilà, j'ai pu donc me spécialiser en paysage, en botanique et en agronomie. Très bien, Monsieur Glandor. Alors moi, j'ai une formation agronome de formation de base. J'ai voulu assez rapidement être dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé une entreprise. Par la suite, j'ai été chef d'exploitation sur Saint-Jean-Bosco. J'ai eu la gestion d'une entreprise d'insertion. Mais dans mon parcours, réellement, ce qui m'a vraiment formé, c'est le côté plus culturel. Aujourd'hui, professionnellement, je suis directeur au développement économique à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, donc toujours sur un terroir on va dire, d'agriculture et de patrimoine. Mais ce qui m'a vraiment formé, c'est la relation avec ma grand-mère, qui était en charge d'une transmission familiale qui se fait sur 2 générations, une transmission de l'héritage amérindien avec une passation chamanique qui change de sexe toutes les 2 générations. Donc, c'est tombé sur moi, le dernier petit-fils, celui qui était attendu. Et à charge pour moi maintenant de vraiment prendre la mesure de ce que c'est que cette charge, on va dire, sociologique. Et bien sûr, le côté africain, parce que dans ma famille aussi, on a l'héritage des griots africains. Donc, du coup, ça m'a modelé d'une certaine façon et ça m'a porté à une analyse approfondie de qui nous sommes, de notre relation avec notre environnement et de notre mission, en tout cas, dans on va dire, ce microcosme. Très bien. Alors, je pense qu'on va avoir une conversation très, très, très édifiante aujourd'hui. Alors, je vais convoquer notre Concalambi. Vous autres connaissez qui ont Concalambi, qu'est-ce que ça fait dissident. Bon, alors, cette Concalambi qui est notre symbole de l'appel, de l'écoute, de la mobilisation, passe le témoin et je vous invite à nous parler des objets que vous avez amenés aujourd'hui. Alors, on va commencer avec M. Lombion. Alors, j'ai emmené des abricots.
abricots pays. Les abricots de pays, à mon avis, sont un peu trop méconnus encore ici, malgré le fait qu'on en trouve actuellement sur les marchés. Et juste une parenthèse, j'étais à Sainte-Lucie, ça fait 2-3 semaines, et les Sainte-Luciens, pareil, ils consomment les abricots. Ils savent bien que c'est une plante qui a une histoire amérindienne qui est très importante, mais ils ne connaissent pas l'arbre. Et de plus en plus, cet arbre-là n'est pas forcément planté chez nous, alors qu'il servait en fait à marquer des lisières ou autres, et à faire de bonnes confitures également. Mais aujourd'hui, cet abricot est connu pour pour avoir des propriétés insecticides intéressantes. Et traditionnellement, les gens l'utilisaient notamment pour lutter contre les tiques sur les animaux. Et cette poudre des graines est aujourd'hui expérimentée aussi à des fins insecticides contre la fourmi manioc, par exemple. Donc, il y a encore de bonnes perspectives de recherche sur cet arbre, l'abricot. Et de façon générale, l'abricot, c'est un peu, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt, puisque nous avons tellement de ressources de ce point de vue-là, et qui regorgent certainement de vertus qui pourront demain peut-être représenter des alternatives à l'usage des pesticides classiques. Les chimiques. Donc, vous aviez un autre objet? L'autre objet, c'est l'ouvrage qui recense le travail qui a été fait au parc paysager de Petit Canal. Donc, je suis le promoteur, et qui recense les espèces qui y figurent. Donc, le titre de l'ouvrage? Alors, c'est quelques éléments d'écologie des îles de Guadeloupe, puisque c'est un parc paysager et qui donc reflète un peu des éléments de l'écologie des zones sèches, notamment en Grande Terre, mais aussi des éléments d'ethnobotanique, c'est-à-dire les usages que nos parents, nos grands-parents faisaient ou font encore des différentes plantes qui sont autour des cases, les jardins bocases. Et donc, c'est vraiment un guide pour les enseignants ou les enfants même qui veulent découvrir ce que c'est qu'un congolio, par exemple, parce qu'on sait congolio, mais on ne sait pas du tout qui jaillit, qui font miaille, etc. Et il y a beaucoup d'insectes comme ça aussi qui disparaissent aussi à cause des pesticides et qu'on ne voit plus, des clinodins aussi, par exemple, qu'on en voit moins souvent. Les lucioles, oui. Et qui donc sont décrites dans cet ouvrage et permettent à tout un chacun de pouvoir découvrir les plantes médicinales de la Grande Terre, notamment tout ça qui correspond à mettre l'habitude dans nous par rapport à plantes. Mais c'est très bien, c'est parfait. On va recommander cet ouvrage. Effectivement. Alors, monsieur Glandor, votre objet? Alors, mon objet, c'est un chapeau. C'est un chapeau traditionnel, un chapeau paille, un chapeau d'homme, parce qu'il y a une différence entre le chapeau d'homme et le chapeau de femme. C'est un chapeau en bakwa qui rappelle vraiment notre implantation sur le territoire, parce que le bakwa est une plante importante dans le vivre localement. Pourquoi un chapeau? Parce qu'en fait, le chapeau, il me symbolise déjà par rapport à la transmission, la connaissance, la protection du centre de la connaissance, mais par rapport au fait que le chapeau a une philosophie et on va dire, un volet ésotérique. Le chapeau est non seulement un outil de protection contre le soleil, mais c'est un outil qui protège notre être par rapport à la relation avec l'environnement dans lequel nous sommes. Porter le couvre-chef, c'est se séparer on va dire, des influences extérieures, des influences occultes extérieures. Le chapeau, il est constitué d'une cocarde qui rappelle un peu le fœtus, le point de départ. Et comme le cordon ombilical, il va se tisser et se filer pour donner la forme du chapeau, qui est le cheminement de la vie, qui va progressivement prendre forme, s'élargir, se dissiper, et puis à un moment donné, se terminer. Donc le chapeau, pour moi, c'est un élément de notre culture qui est important et qui se transmet. Qui se transmet, tout à fait. Alors, maintenant qu'on a ouvert les hostilités, entre guillemets, ma première question, je vais d'abord l'adresser à M. Glandor, même si vous pouvez aussi répondre, M. Lombion. Alors, la terre en héritage. On sait quand même que notre rapport à la terre n'a pas toujours été évident, puisque les Africains déportés sont venus sur les plantations, ont été amenés sur les plantations pour travailler la terre. Et pendant plusieurs années, quand même, pendant un certain temps, on n'avait pas forcément envie de travailler. Après l'abolition, beaucoup de personnes ont préféré quitter la terre. En tout cas, le travail, enfin, ceux qui pouvaient, je ne dis que ce n'est pas la majorité. Donc l'agriculture, elle est quand même historiquement marquée de la douleur.
Oui. Mais en fait, moi, je vais juste recentrer un peu. C'est-à-dire que nous sommes, quelles que soient nos origines, nous avons tous été portés par les flots. Enfin, j'ai écrit quelques mots dessus, justement, en poésie créole. De l'eau portée, vent mené, sans mêler. Mais nous avons tous cet ancrage par rapport à la terre, parce qu'une fois qu'on n'est plus ballotté par les eaux, on acquiert cette stabilité quand on pose le pied sur le sol guadeloupéen. Et c'est vrai, comme vous le dites, que certains ont eu cette souffrance par rapport à ce que représentait le travail, on va dire, servile, mais la terre avait une autre importance. Parce que la terre, on quitte l'Afrique, on arrive ici, elle a la même couleur. On quitte l'Afrique, on vit ici de manière servile, mais quand on se couche le soir, on a un rapport agréable avec la terre, parce que c'est le lieu où on va pouvoir se blottir et capter la chaleur et les énergies telluriques. Et le rapport qu'on a justement avec la terre ici peut être différent en fonction de la géographie de la Guadeloupe dans laquelle on se positionne. Quand on est en Sud-Basse-Terre, ou dans la Basse-Terre en général, on a une relation très étroite avec le sol. Parce que très tôt, on va avoir les premiers libres de couleur qui vont devenir propriétaires, qui vont acheter le sol et qui, grâce au sol, vont pouvoir avoir un positionnement dans la société parce qu'ils vont créer les premiers marchés, ils vont commencer à créer une dynamique et ils vont commencer à faire se rendre compte aux autres que le sol nourrit et que le sol, on est intimement lié. Après, on a la façon d'habiter qui est fichée dans le sol. Les poteaux de la maison dans la région de Basse-Terre sont fichés dans le sol. Tandis qu'en Grande-Terre, il n'y a pas de poteaux reliés au sol. Il y a des pierres, il y a une maison déposée dessus, il y a une capacité de transhumance de changer de sol. Le rapport au sol forge notre identité. On sait très bien, un peu comme les gens du Sud, en Europe, on a cette chaleur et cette énergie, ce rapport au côté tellurique de la terre volcanique de la région de Basse-Terre qui fait de nous des hommes sanguins, qui font de nous ceux qui souvent portaient la révolution, ceux qui souvent portaient la protestation. Et quand on regarde cette relation, même par rapport à la chlordécone, les premiers cris, les premières interrogations viennent aussi de ce côté tellurique du sol du Sud-Basse-Terre. Donc, on a un attachement particulier avec la terre, même si elle est à l'origine de la souffrance quand on regarde des déportés, mais elle est aussi à l'origine de l'émancipation de ceux-là. Parce que ceux qui vont arriver contre leur volonté, qui vont justement rompre les chaînes plus tôt, ces fameux nègres marrons, ils vont avoir une relation à la terre qui est tout à fait différente sur les crêtes de la base. Il y a quand même une différence entre ceux qui restent serviles, donc Oui. créolisés sur la plantation, ceux qui s'émancipent et ceux qui sont affranchis. Tout à fait. Mais il y a la même attirance parce que ceux qui sont serviles ont envie de s'approprier cette terre. Et une fois la liberté arrivée, en fait, ils ne fuient pas la terre, ils fuient la plantation. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est quand le décret arrive, il y a plusieurs choix. Il y a le lopin de terre qui est une obligation pour la possession de l'esclave, que les habitations ne donnent pas vraiment volontiers. Si on n'a pas vraiment un accompagnement, ça reste la propriété du propriétaire. Il y a aussi le droit de la concession au pied de la montagne. Et certains serviles vont la récupérer. Ils vont fuir les habitations sucreries pour monter en bitation et s'approprier cette logique de bitation qui n'a rien à voir avec l'habitation, mais qui tire son origine dans le côté de l'habitué, l'Ichali amérindien, et qui va donner le jargon créole. Donc, il y a une sorte d'ambivalence, mais on est quand même très attaché à la terre, même par rapport aux rites qui n'ont pas totalement disparu. Jusqu'au Bumidum, il y avait encore ces fameuses tisanes à base de terre pour s'assurer que ceux qui partaient reviennent. Il y a encore ces rites où lorsque un des nôtres part, où on va ouvrir la terre nourricière, il faut un membre de la famille soit présent pour qu'on puisse ouvrir le sol. Il y a des choses qui se sont perdues, mais il y a une transposition. Donc en tout cas, ce sont des rites qu'on retrouve dans certaines... C'est pas tout le monde qui a ces rites. Mais en fait, il y a une continuité historique sur certains territoires et qui fait qu'on a cette différence d'appropriation. D'accord. Monsieur Lombion. Oui, mais je partage en grande partie ce qui vient d'être dit, puisque je pense que c'est valable pour la terre comme pour la mer d'ailleurs. Parce que très souvent, on parle de rapport à la mer, qu'on tourne le dos à la mer, etc. Et ce sont des choses qu'il faut déconstruire.
puisqu'en fait, notre ancrage en fait, à la terre ou à la mer date de millénaires. La partie historique liée au 16e, 17e, 18e siècle, bon, c'est une parenthèse un peu dans l'histoire des hommes qui sont sur cette terre-là. Et si vous allez dans d'autres îles, même européennes, j'ai des amis corses qui me disent, ben oui, ben, les Corses, ils ne vont pas à la mer, ils ne vont pas se mettre sur les plages et quoi que ce soit. Le rapport à la mer est lié à ce qu'on est, à notre histoire, mais ça tire ses racines depuis, effectivement, l'Afrique ou ailleurs. L'abricot représente bien justement cet ancrage-là, puisque c'est un fruit qui date des Amérindiens et qui explique l'ancrage, justement, amérindien. Et donc, c'est un apport qui vient enrichir, en fait, notre culture, avec ces plusieurs chemins dont il a parlé, justement. Pour moi, cet abricot, c'est le reflet de ça. Et c'est le reflet de ce rapport qu'on a avec le milieu, avec la terre ou avec la mer. Moi, je ne fais pas tellement de différence par rapport à ça. Je pense que si on va chercher, creuser plus loin, avant la période de l'esclavage, on verra que nos rapports, ils sont géographiques et écologiques, en fait, simplement. Oui. Alors, pour l'Afrique, c'est quand même un grand territoire. Il y avait quand même des peuples qui étaient à l'intérieur de l'Afrique, qui n'avaient pas de rapport avec la mer. D'autres qui ont effectivement un rapport, qui sont pêcheurs, au Sénégal, ou voilà, effectivement. Et même, j'ai découvert récemment qu'il y avait aussi des circulations d'Africains aussi qui naviguaient, on le dit peu. Bien avant les Européens. Bien avant les explorateurs Tout à fait. et qui ont laissé leurs empreintes un peu partout dans le monde. Et je vais rebondir sur ce que disait M. Lombion. L'élément principal pour survivre sur une île, c'est l'alimentation. Et l'alimentation oblige qu'on ait des rapports étroits avec son environnement. Et je crois que c'est la notion de propriété qui a changé un peu souvent ces rapports à la terre. Et si on va en Haïti, c'est la même chose. Lorsque les gens sont propriétaires, le rapport à la terre est différent que quand ils occupent des lopins de terre. Et on voit bien que dans l'occupation, même au niveau de, disons, la valorisation du foncier, est tout à fait différente que lorsque la personne est propriétaire ou pas, quoi. Donc, je pense que les sociétés qui ont connu l'esclavage ont un rapport à la terre, mais qui date bien avant l'esclavage, en fait. Alors, justement, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Glandor, le jardin créole. Et donc, c'est justement maintenant, on peut questionner cet aspect en fait de notre culture qui revient, on va dire, aujourd'hui dans les pratiques, aussi avec la permaculture, etc. Bon, on se dit qu'on peut avoir un jardin sur son balcon, etc. Depuis, on va dire qu'on sait, le scandale de la chlordécone, quel est le rapport finalement aussi à la terre? Je vais commencer maintenant avec monsieur Lombion. Alors, jardin créole. Jardin créole est par essence un jardin agrobiologique. Donc, il n'y avait pas d'apport de substances dites chimiques. Donc, c'était déjà, on va dire, la culture, comme on dit, bio, C'était de la culture bio. agrobiologique bio. Sans parler de permaculture, de jardin lasagne ou de ça, effectivement. Alors, ce que j'essaie d'éviter, c'est d'éviter un peu le jardin de consommation, quoi, aujourd'hui. C'est pas un effet de mode. Le jardin est franchement ancré dans la culture de beaucoup de peuples, en réalité, pas seulement nous, en fait. Dès lors qu'on est pareil, contraint par rapport au niveau spatial et au niveau temporel, on crée des systèmes, en fait, qui doivent répondre aux besoins de la communauté dans laquelle on se trouve. Donc, le jardin, c'est un espace qui, au niveau spatial et temporel, correspond à une réalité qui est géographique, physique, et une réalité aussi socio-économique. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ce jardin dit créole, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est un système de culture associée qui va non seulement permettre d'avoir des productions les plus variées possibles, mais assurer une certaine sécurité alimentaire. Le fait d'avoir une diversité d'espèces permet d'éviter que s'il y a une plante qui est justement défaillante, on peut toujours trouver quelque chose d'autre, quoi, en fait, dans ce jardin. S'il y a une plante qui est attaquée par une maladie en ravageur, il y aura une autre qui sera peut-être moins appétante et qu'on va trouver. Ça, c'est une sécurité. C'est aussi une sécurité, bien sûr, économique et une sécurité écologique, parce que l'exploration du sol, la façon également de gérer l'eau qui va arriver sera différente que si on a un système de culture, à comparer à un système de culture pure. Donc, c'est un système qui est intéressant de par ses performances, de par le fait qu'il optimise un espace, et parce qu'économiquement, il permettait
d'apporter des éléments de subsistance aux familles. Donc, c'est très important que ce jardin revienne un peu au goût du jour, puisque ça fait déjà une quarantaine d'années qu'on s'est intéressé au sujet, mais ça restait marginal parce que c'est un système paysan, voilà, au sens péjoratif. Et donc, la recherche ne s'intéressait pas trop à ce genre de système à cause de cela. Parce qu'en fait, le jardin créole, moi, je considère qu'il est à la croisée des civilisations, puisqu'il y a un historique déjà ancré dans le territoire avec les Chalis. Donc, quand les Européens arrivent, c'est les Chalis amérindiens qui leur permet de lancer leur colonisation. Sinon, ils seraient tous morts de faim. D'accord? Lorsque les Africains arrivent, ils vont emmener cette logique de culture associée qu'ils maîtrisent déjà beaucoup mieux et plus évoluée que les Amérindiens. Les Européens vont emmener des espèces qui les intéressent eux. Et on va avoir une nouvelle façon de cultiver. Mais tout de suite, le jardin va prendre une importance sociologique parce qu'en fait, celui qui maîtrise la gestion de ce jardin devient important dans la société parce qu'il va pouvoir répondre à des besoins en cas d'incapacité des bateaux d'entrée. Puisqu'il ne faut pas oublier la durée de la traversée à cette époque-là. Donc, ces fameux nègres à talent qui vont maîtriser le défrichage et la mise en culture avec des variétés intéressantes et un savoir-faire vont être les premiers à franchir. Donc, on rappelle quand même que le nègre de talent, c'est celui qui a une compétence. Voilà, qui arrive ici après une certaine initiation. Il n'est pas arrivé ici trop jeune, il avait déjà un savoir-faire qu'il va dupliquer une fois arrivé ici, on va dire même territorialiser en quelque part. Et du coup, le jardin prend une importance. Mais ce même jardin devient une façon d'encore utiliser l'homme. C'est-à-dire qu'on lui donne cette capacité en tant qu'homme libre d'avoir son jardin, mais on va l'utiliser pour défricher. À chaque fois qu'il aura fait un jardin, on va le déplacer, on lui donnera un espace non défriché qu'il devra défricher pour faire son... Donc, il y a vraiment une manipulation de cette logique de jardin. Et M. Lombion dit qu'à un moment donné, on va partir sur autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait sacralisé cela, ce n'étaient pas les Européens qui maîtrisaient. C'est un savoir-faire paysan qui donnait une plus-value sociale. Et une forme d'émancipation. Le jardin créole, bon, moi je ne parle pas d'un jardin créole, je parle des jardins créoles parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le jardin Bocase, il y a le jardin Midi, il y a l'habitation. Mais c'est vraiment un élément qui va donner à certains, je le disais tout à l'heure, des nègres à talent, mais ensuite des familles, vous parliez de l'organisation, un savoir-faire familial va se développer et ce savoir-faire familial va devenir un savoir-faire de groupe. La notion de coup de main, de convoi, la mécanisation a fait éloigner ça, mais dans la ruralité, on retrouve encore cette logique de coup de main. Et tout ça, ça permettait de créer une société autour du jardin. Donc le jardin est devenu une force. Donc il a fallu un moment le déconstruire pour pouvoir désorganiser la vision et urbaniser la ruralité. Voilà, mais j'allais dire, est-ce que ça vient en même temps que, parce que, bon, moi, je me souviens aussi à l'époque, quand j'étais enfant, des lolos, tout ça qui aujourd'hui, bon, on n'a quasiment plus. C'est venu aussi avec le supermarché, enfin bref, toutes ces formes de nouvelle consommation qui viennent supplanter en fait nos pratiques. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand vous parlez des lolos, encore une fois, on est dans la ruralité, ce sont les premières marchandes de lait qui vont livrer le lait dans les villes, qui reviennent avec des produits manufacturés qui vont intéresser la ruralité. Et à chaque fois qu'elles iront vendre le lait, elles vont en ramener un petit peu plus et elles vont devenir tenancières d'un lolo. Mais ça donne encore plus d'importance à cette ruralité parce que cette tenancière de lolo, elle devient aussi une banque, elle fait le crédit. Il y a vraiment la construction d'une identité rurale qu'à un moment donné, on va déconstruire. Mais s'attaquer au jardin créole, la chlordécone a vraiment fait un drame. Parce qu'en fait, on a tellement essayé de déconstruire les choses, mais en disant que l'agriculture moderne, à travers les pesticides, à travers les produits phytosanitaires, améliorait les choses. On l'a vendu comme ça. Donc, certains l'ont introduit aussi dans leur jardin créole. Voilà. Et là, vraiment, c'est là où on a fait un drame, un assassinat, parce que le jardin, il est sacré. Le jardin, il est sacré. Il ne faut pas oublier que dans le jardin créole, on a le cocotier. Au pied du cocotier, c'est là où on enterre les nombrils des enfants. Donc, c'est vraiment dramatique parce que, au-delà du fait que la culture intensive ait été polluée, mais c'est le fait que ce qu'on nous a vendu comme étant bon, on l'a intégré dans le côté le plus intime. Notre jardin quand la ruralité est arrivée, on l'a transporté avec nous. Les fameux jardins dans les villes avec les caisses de morue où on plantait les civets et la laitue, les pannes de peinture qui vont se transformer en jardinières pour le côté fleuri.
ramener le poison dans cet espace-là, c'est ça vraiment le drame. Parce qu'en fait, pour tout le monde, il y a les grandes surfaces, mais quand on veut vraiment manger quelque chose qui nous appartient, qui est à nous, c'est Oui, on a toujours plus de plaisir à recevoir voilà, dans l'intimité. les fruits du Donc, jardin. le jardin, il est vraiment un lieu sacré qui a fini de nous implanter chez nous, parce que parce qu'on ne pourrait pas se revendiquer plus d'une origine que d'autres, puisque nous sommes des sans-mêlés. Mais chacun, on a cet ancrage du jardin créole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de faire un retour. Parce que quand on parle de permaculture, de tous ces termes modernes, ça me fait plutôt sourire. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut nous apprendre aujourd'hui, on le faisait déjà. La banane qui nous a emmené la chlordécone est en phase d'être labellisée culture bio. Mais avant la chlordécone, on faisait de l'enterrage. Et on le faisait déjà avant la banane. Donc, on a justement ce savoir-faire des nègres à talent qui a permis justement à ce jardin créole de nous permettre on va dire, faire la transition de la première partie de la période coloniale. On a aussi ce jardin créole qui a pris le relais après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a permis d'exporter de la production vers la France. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis l'intensification maintenant des importations va provoquer un appauvrissement de ce jardin créole. Donc il y aura moins d'espèces. Il va parfois avoir 1 ou 2 espèces, alors qu'avant il y avait pléthore d'espèces. Et en même temps qu'on commence à introduire justement des pesticides, pas seulement chlordécone, hein, tous les pesticides, les engrais, parce que si bon pour cannella et pour banane là, eh bien, il est bon aussi pour janela. Alors du coup, le jardin a commencé à s'appauvrir et en même temps à être, entre guillemets, pollué par ces Oui, parce pratiques. qu'avec on va dire, l'urbanisation, si on peut dire, l'industrialisation, la société de consommation, on a tendance à justement appauvrir notre alimentation. Et du coup aussi la disparition de certaines espèces intéressantes, la spécialisation également, les aubergines, on a trouvé, parce qu'il y a une espèce qui est destinée à l'exportation, ben on délaisse les autres. Les camions commerciaux, c'est-à-dire qu'une aubergine doit être de cette couleur-là, doit avoir cette forme-là. Mais heureusement quand même qu'on a quand même toujours chez nous l'âme guerrière et l'âme de la protection. Vive la ruralité, qui en côte sous le vent, en hors grande terre, dans certains bassins, les grands fonds, ont su quand même garder ce côté authentique de ce jardin et faire ce qu'on appelle chez nous l'ange, c'est-à-dire préserver les semences, les faire traverser le temps et conserver cette diversité. C'est vrai qu'on y revient aussi, les plus jeunes générations, avec, on va dire, et c'est ma prochaine question, c'est un peu... Donc on observe, je ne sais pas, je pense que c'est assez contemporain du moment où éclate le scandale du chlordécone, c'est le retour en fait au rimédrasier. Voilà, de plus en plus, on s'intéresse de nouveau en fait à certaines pratiques qui, on pourrait dire, étaient ancestrales, en tout cas de la société caribéenne. Et donc quelque part, est-ce qu'on peut dire par rapport à la chlordécone, est-ce que ça vient de la chlordécone, ce retour justement au naturel ou au rimédrasier ou au local, et est-ce que finalement cette contamination, est-ce qu'elle affecte nos modes de vie? Même si la chlordécone viendra simplement dire nous tenir raison, de faire attention à ces bidons-là. Je citerai un homme, Solon Regard, qui a planté de la banane comme beaucoup de gens et qui avait pris une position. Il avait dit qu'il n'a pas de belle-mère de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, si on veut acheter sa banane, on vient l'acheter sous son exploitation. Donc, il ne met pas la banane en carton ni en quoi que ce soit, on vient acheter chez lui. Et deuxièmement, il sait que la banane pousse sans produit. Donc, il n'a jamais mis un gramme. Et là, il était l'un des premiers. Là, on est dans les années 50, fin des années 40, les années 50, où il va s'opposer à l'utilisation des pesticides et prôner l'usage qu'on avait déjà de l'enterrage. Il va y avoir un groupe d'agriculteurs qui vont le suivre, mais le poséi et toutes ces mannes qui vont arriver vont faire briller les étoiles et puis on va toujours vouloir faire plus. Mais la chlordécone vient nous dire, le scandale de la chlordécone vient dire à ceux qui s'étaient positionnés, nous tenez bien raison de battre servir et puis ça. Il y a peut-être eu quand même quelques dérives où certains ont considéré que la chlordécone c'est un mythe et que nous t'es continuer à manger, ça nous t'est qu'à produit. Mais il y a eu quand même des choses qui ont été mises en place en termes de vulgarisation et de communication parce que j'ai quand même participé au
au début du programme Jaffa. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilisation de fait. Et le fait de dire qu'on ne doit pas changer son régime alimentaire parce qu'il y a la chlordécone, ça a été une grande chose d'expliquer comment mettre en place des dispositifs, comment mettre en place on va dire, des systèmes de repli pour qu'on ne perde pas notre identité culturelle parce que nous sommes ce que nous mangeons. Monsieur Lombion, est-ce que vous voulez réagir justement sur la question, enfin ce que vient de dire Monsieur Glandor, mais aussi sur ce jardin créole? Aujourd'hui qu'on revient justement au riz Drazi, etc., est-ce que finalement il y a aussi peut-être un intérêt pour des nouvelles graines? C'est qu'il y a des gratifériages et qu'il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on revient finalement, on essaie d'enrichir aussi Oui, et c'est un phénomène est global aujourd'hui, hein. C'est un phénomène qui ne concerne pas que notre territoire. C'est une tendance lourde et qui est mondiale. Alors, c'est vrai aussi que les spéculateurs s'y mettent aussi, hein. Vous savez, maintenant, tout le monde parle de produits bio. Donc, voilà, c'est toujours un marché, c'est toujours les opportunismes par rapport à ça qui vont se développer et partout dans le monde. Vous allez en Afrique, vous allez en Asie. Maintenant, vous entendez parler également des mêmes problématiques de l'intérêt des plantes aromatiques et médicinales, de tout ce qui est sécurité sanitaire, de ce qui est alimentaire. Ce sont l'ONU, enfin, avec les ODD, tout le monde s'y met, ça c'est clair. Mais la chlordécone n'est que le révélateur d'une problématique plus globale chez nous. Parce qu'en réalité, bien avant même qu'émerge au niveau des médias le problème chlordécone, il y avait déjà des lanceurs d'alerte, on ne parle pas de ça dans le temps, mais qui sensibilisaient par rapport à d'autres problèmes qui se posaient chez nous en termes de pesticides. C'est le cas des nématicides également, qu'on trouvait déjà dans les eaux de ruissellement et dans les rivières. Donc, qu'est-ce que c'est ce produit? Ce sont des pesticides qui permettaient de lutter contre les nématodes, qui sont des tout petits vers en fait, qui attaquaient les bananes aussi. Et donc en Basse-Terre, le problème se posait parce qu'on trouvait ces nématicides déjà dans les eaux de rivière, dans les eaux de surface. Et donc il y a des chercheurs qui s'y intéressaient et alertaient déjà par rapport à cela. Bien après, on a parlé de chlordécone, mais il n'y a pas que ça. Alors, ça concerne effectivement des territoires surtout situés en Basse-Terre, mais en Grande-Terre aussi, le problème des triazines, enfin certaines substances qui permettaient de lutter contre les mauvaises herbes, hein, les herbicides, ont été répandues en quantité également au niveau de la canne, et on retrouve ces triazines, ces substances-là, ces familles de produits dans tous les cours d'eau, et notamment au niveau du canal des retours et autres. Donc, je veux dire par là qu'il y a un problème global liées à des sortes de mutations socio-économiques et qui ont impacté énormément le territoire. Alors, pour rebondir et pour alimenter un petit peu votre réponse, c'est moi je dis souvent que nos territoires sont vus comme des terres d'opportunité depuis l'esclavage. D'accord, et que finalement, en fait, cela justifie en fait, toutes les pollutions, ou toutes les pollutions, qu'elles soient identitaires, sociales, mais aussi écologiques, parce que finalement, le profit, c'est une terre d'opportunité, une terre de profit. Alors, c'est une terre de profit, mais n'oublions pas aussi que souvent, ce rapport entre la métropole et la périphérie demeure encore jusqu'à ce jour. Et donc, lorsque, à la limite, ça n'est pas été bon pour... Ça n'est pas bon pour qu'on a. C'était pas bon pour qu'on a. Alors, c'est à l'inverse, parce que lorsqu'un produit, par exemple, commence à être décrié sur certaines cultures en territoire hexagonal, on essayait de voir si ça ne pouvait pas marcher sur la banane ou autre chose. Et on demandait l'homologation pour l'utiliser en culture tropicale, donc la banane, et par ailleurs, donc en Afrique et ailleurs. Donc, ça s'est produit pour d'autres substances. C'est le cas de l'aldicarbe. L'aldicarbe, c'est une matière active qui est contenue dans un produit, une spécialité qu'on appelait le thémique. Le thémique a été autorisé comme ça. Parce que j'étais encore étudiant et c'est un de mes profs d'agronomie qui avait été en mission pour pouvoir obtenir l'homologation de cette substance sur nos productions. Donc, on l'a fait en Guadeloupe comme on l'a fait en Afrique aussi. Donc, on interdisait sur la betterave, mais on cherchait à l'homologuer sur d'autres plantes tropicales. Voilà, donc c'est vraiment, c'est éminemment économique, et c'est souvent lié à des spéculations économiques, à des opportunistes, et qui ont impacté pour longtemps en fait nos territoires. Oui, parce que la réalité, c'est qu'une fois que ça
ça ne peut plus marcher dans l'Hexagone où certainement on est dans une zone de droit, là où dans les territoires extérieurs à l'Hexagone, on est des zones de non-droit ou presque de non-droit, je dirais. En tout cas, où on peut se dire, bon, ben là, comme il faut épuiser nos stocks, on va envoyer ça là-bas et ça permettra de ne pas perdre de l'argent, quoi. Ou de continuer à faire du profit, cela dit, ce qui est... Hmm. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que la contamination à la chlordécone n'affecte pas réellement nos modes de vie? Si, ça affecte nos modes de vie parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a toujours un regard suspicieux sur le produit, sur le producteur aussi. Parce que certaines choses aujourd'hui, parler d'un croissant bananier, c'est stigmatiser les producteurs. Alors même que la cartographie, elle n'est pas globale. Ceux qui se sont donné les moyens de faire des analyses de sol et qui savent qu'ils peuvent continuer à faire de la production de légumes racines, à partir du moment qu'on est sur le croissant bananier, quand on arrive sur un marché, même si on a montré les éléments utiles, le consommateur regarde de manière suspicieuse. Parce qu'en fait, la chlordécone est, dans la tête de certains, encore incompris. Les mêmes travaux qu'on a fait avec le programme JAFA pour expliquer que c'est pas en achetant à l'extérieur qu'on va se prémunir de la chlordécone ou de pesticides. Les gens ont, pour certains, changé leur alimentation. Il y a des gens qui mangent quasiment plus de racines. Ça affecte énormément. Ça affecte parce qu'il y avait des circuits informels qui vont être rompus par des problématiques de confiance qui fait qu'aujourd'hui, les relations, on va dire, dans le cercle sociétal ne sont plus forcément les mêmes. Donc, c'est venu casser quelque chose dans notre société. Quelque chose qui est en train de se reconstruire parce qu'en fait, on a su créer des espaces de discussion, d'échange, d'information. Et certains citoyens ont pris le travail à bras-le-corps et font de l'information informelle. Donc, on commence à rassurer les gens. On comprend mieux certaines nouvelles pratiques. Par exemple, l'aquaponie permet dans certaines zones de continuer à faire de la production alors qu'on n'aurait peut-être pas eu cette alternative. Donc, on cherche une façon de recoller les morceaux. Aller pêcher les titirites, ben, c'est cassé. Il y a tout ça. Ne plus pouvoir faire une sauce d'écrevisse, c'est culturellement une déconstruction. Monsieur Lambion. Oui, et c'est ce que j'allais ajouter, hein, c'est valable aussi au niveau marin. Le problème que ça pose, c'est un impact qui est considérable, donc ça modifie énormément le rapport des pêcheurs hein, à leur milieu naturel, leur milieu de vie économique. Mais sachez aussi que l'impact est aussi grand en grande terre, malgré tout, puisque le fait qu'il y ait des transferts en grande terre de l'eau d'irrigation, ben, ça a aussi affecté des surfaces en grande terre et des points d'eau également en grande terre, ce qui fait qu'il n'est pas non plus conseillé, il est même interdit de consommer les cribiches, par exemple, hein, dans des points d'eau en grande terre, et d'autres poissons aussi, à cause de la chlordécone. Donc, ça cause des changements profonds, des mutations sociales aussi, qui vont suivre, je pense, dans les années à venir, puisque on parle de problèmes de santé en eux-mêmes, on n'est pas compétent pour ça, mais je veux dire par là que forcément, ça change beaucoup de choses au niveau des familles même, du mode de vie des familles. Donc, l'impact est plus grand que l'on ne croit et il n'a pas fini non plus, effectivement, d'être bien évalué. Donc là, on a quand même des informations qui pourraient nous alerter. On parle beaucoup de la chlordécone, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'autres polluants, en fait, hein, dans notre environnement. En tant qu'agronome, M. Lambion, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution? Enfin, est-ce qu'on peut décontaminer? Est-ce qu'on peut repenser aussi notre agriculture vivrière, entre guillemets? Oui, moi je crois qu'il faut absolument réfléchir en territoire et arriver à des solutions qui soient acceptables par tous, quoi, en fait. Et il faut surtout contextualiser les choses. On parle beaucoup de remédiation aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont menés sur différents territoires pour non seulement voir si on peut éliminer cette substance au niveau du sol, c'est des travaux que font des chercheurs à l'université,
On parle de sargasses et autre chose. Là encore, il s'agit de recherche, mais je pense qu'il est impérieux que nous-mêmes, nous commencions à nous intéresser à ces problématiques en termes de recherche, notamment par rapport à leur médiation, mais en termes de valorisation, en termes de stratégie alternative, pour continuer à surtout manger, comme disait le collègue, hein, manger local et continuer à pérenniser nos productions, ne pas favoriser l'urbanisation dans des zones à chlordécone, c'est un risque aussi potentiel important. Et là, il est important que tout un chacun prenne conscience que les enjeux sont extrêmement importants et que tant qu'on n'aura pas vraiment commencé à faire preuve de créativité au niveau local, on sera toujours tributaire aux problématiques de ce genre. Donc, il est très important, à mon avis, qu'on puisse, au niveau agronomique, réfléchir. L'agronomie moderne, c'est un peu le jardin créole, je puis dire aujourd'hui. Et il est important qu'on puisse continuer à travailler là-dessus. Lorsque l'INRA s'y intéressait aux années 80, c'était vraiment à marche forcée. Parce que De Graack, quand il travaillait là-dessus, il était presque marginal, parce qu'on parlait de biotechnologie, et on a même à la limite éliminé, après l'INAM, les travaux sur tout ce qui est vivrier. Et après, l'INRA est revenu sur l'étude des agrosystèmes aujourd'hui, ils sont en plein dedans, donc ça n'a rien à dire. Mais je veux dire par là qu'il est très important de mener la réflexion en territoire, et il faut vraiment que la recherche soit adressée, en fait, ici en territoire, pour pouvoir trouver des solutions qui soient propres à nous-mêmes, aux îles peut-être aussi, tropicales insulaires, parce que ce qu'on fait ici peut intéresser la Martinique, la Dominique, etc. Et surtout avoir cette vision-là, cette vision plus large, spatiale. Je pense qu'il faut le faire en pensant à la Caraïbe. Et je pense que ce qui nous manque, c'est ce lien avec justement ce territoire-là, comme les Amérindiens le faisaient, puisque Eux, ils étaient ils voyageaient vivaient. entre les îles. Oui, voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui ont figé un peu nos rapports à notre territoire, et il faut y revenir. Parce que ça nous permettra peut-être d'atteindre un certain équilibre. Parce que finalement, une île dans les modes de vie, parce que c'est des choses qu'on observe aussi en Asie, qui ont été quelque part aussi mises à mal par l'occidentalisation ou l'urbanisation. Urbanisation, C'est justement, j'allais dire, ces connexions, je dirais bien presque sûr. un comportement archipélique chez les insulaires, Bien c'est-à-dire sûr, de parce que toujours être les en gens contact avec les modifient autres. même des lois et des différences de nationalité, puisqu'on est anglais, espagnol, etc. Les gens ont toujours circulé dans la Caraïbe, et la douane, on ne s'en occupait pas. On partait d'une île et on allait habiter ailleurs. On était à Sainte-Lucie, on allait en Martinique. Ça a toujours fonctionné dans ces îles-là. Peut-être que j'aurais pu naître au Panama ou je ne sais où, dans le temps. Après, 1946 a figé un peu les choses. Un peu comme on est à Mayotte, là, on est devenu département. Et du coup, les relations ont un peu changé. Malgré tout, nos pacotilleurs continuaient à voyager. Voilà, les relations continuaient. Et donc, il est temps aussi qu'on puisse prendre conscience de nous-mêmes, ou prendre conscience de notre territoire, mais ne pas voir le territoire comme étant simplement la Guadeloupe, mais l'espace caribéen. Voilà, et donc est-ce qu'on peut parler justement d'une écologie, qu'elle soit patrimoniale, identitaire, mais aussi agricole? Tout à fait, parce qu'en fait, l'histoire nous l'a démontré. Cette notion d'écologie patrimoniale, euh, les premiers bâtisseurs sont les Amérindiens qui nous ont légué cette logique écologique qui est une logique itinérante. Les îles n'étaient pas peuplées de manière figée. Il y avait une certaine itinérance en fonction de la saisonnalité, en fonction de dont on avait besoin, de manière à être dans des cycles saisonniers de repos biologique du sol et de l'environnement. Et aujourd'hui, on est en train d'y revenir. On est en train de penser qu'il faut vivre avec les rythmes naturels et non vouloir manger, par exemple, de la tomate toute l'année, qu'il est beaucoup plus sain de raisonner la façon d'aborder l'écologie. Et ça nous rassure quand même en quelque part parce que ces peuples premiers qui ont toujours été connotés de sauvages, entre guillemets, on revient aux procédés qu'ils avaient mis en place et qui leur auraient permis de ne pas laisser d'empreinte dans leur environnement. Ils ont vécu ici 1 millénaire et demi et pourtant ils n'ont pas fait de dégâts. Exactement, ils vivaient en accord avec leur écologie. Donc on va arriver au terme de notre conversation. Est-ce qu'on peut avoir parce qu'on a déjà fait quelques recommandations. J'avais envie de noter quand même qu'on a cité des noms importants par rapport à l'histoire aussi de l'agroécologie. Donc on a parlé de Lucien de Grasse,
Bon, on connaît le docteur Joseph, Henri Joseph. Qui est aussi un déclencheur aussi. Oui, un lanceur d'alerte aussi, exactement. Donc, vous êtes ici, messieurs, vous faites aussi un travail important. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on peut nommer, ne serait-ce que pour les jeunes qui écoutent, qui peuvent peut-être s'intéresser? Il y en a de plus en plus. Il y a l'association Résilience qui fait un travail extraordinaire. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont positionnées. Bon, aujourd'hui, l'académie même se positionne avec le conseil départemental sur cette logique de jardin créole. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment, comment dirais-je, une volonté de mettre le plus jeune en contact avec son environnement et de lui faire comprendre l'impact qu'il peut laisser dans l'environnement. Et que la planète qu'on va lui transmettre, il devra la transmettre beaucoup mieux qu'on le lui a transmis. Donc, ça commence à faire son chemin. Donc, on est quand même déjà rassuré. Mais en fait, il y a le rôle de la transmission. Transmettre, pour moi, c'est participer à l'éternité. Donc, il est important que tout un chacun le comprenne. Que ce qu'on a reçu, le si simple qu'il puisse paraître, à partir du moment qu'il nous a été utile, il est important de pouvoir le transmettre à celui qui viendra après nous. Parce que les civilisations qui ont avancé ont su profiter de l'expérience de celles qui étaient là avant. L'homme moderne occidental, lui, il veut toujours essuyer les plâtres et ça nous démontre à travers la chlordécone de ce qui peut arriver, quelque chose de très grave. C'est-à-dire anticiper, M. Lombion? Il y a une association qui s'appelle Yenkizeb aussi, je ne la connais pas. Mais il y a pas mal de petites structures qui commencent maintenant à sensibiliser. Et j'ai l'opportunité, la chance de travailler avec des collèges. Aujourd'hui, une vingtaine de collèges, par le biais du conseil départemental qui a créé un projet qui s'appelle Jardin en eau. Et donc, j'assiste un peu ces collégiens dans la mise en œuvre des projets de jardin. Et ça, c'est fondamental pour moi parce que c'est le bel âge, justement, pour pouvoir non seulement prendre conscience, planter la graine, s'orienter aussi, puisqu'on aura besoin qu'émergent sur ce territoire des agronomes, des botanistes, des agroécologistes. Et je pense que le collège, c'est vraiment le bon cycle, le bon niveau. Et là, je prends plaisir à aller autant de fois que nécessaire dans les collèges pour pouvoir justement apporter un peu soutien technique et scientifique pour que ces notions-là se développent. J'ai eu cette chance, moi aussi, ça fait déjà très longtemps, plus d'une cinquantaine d'années, d'être dans un collège qui était un peu ouvert sur le milieu et qui nous a permis justement de découvrir notre environnement. Ça ne se faisait pas très souvent. Et de connaître un peu justement... j'ai choisi peut-être ce métier à cause de ça. Parce que j'étais au collège et j'ai pu effectivement cheminer un peu en Guadeloupe. Mais moi, ça m'a fait penser à Papa Yaya. Oui. Je crois qu'il faisait une éducation qui était quand même très large, très ancrée aussi. Oui. La logique de l'éducation, les bois ballants. Il fallait vraiment pouvoir intéresser le jeune à ce qu'on lui transmettait plutôt que de le charger de livres. Zier dans zier, bois ballant. Oui, c'est des approches alternatives qui ont eu leur intérêt, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut continuer à développer ce genre d'approche alternative. Très bien, ça va être le mot de la fin. Je vais vous inviter, messieurs, à regarder la caméra et à dire FAP. 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 Vous venez d'écouter FAP, Fricassé à parole. Ce projet est propulsé par l'IREPS Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy, financé par l'ARS et produit par EWAG. Retrouvez tous nos épisodes sur titiri.gp.